Nous allons vous proposer donc les leçons des athlètes pour booster son mental, parce que si les qualités physiques sont bien sûr essentielles, elles ne suffisent pas. Donc pour remporter une compétition, en même temps, avoir la niaque n'est pas donné à tout le monde, mais quand même, il est possible de bénéficier de conseils. Nous avons le grand plaisir d'accueillir pour aborder ce sujet Victoria Rava. Donc, vous êtes volleyeuse, emblématique joueuse du RC Cannes, aujourd'hui donc responsable marketing et développement de l'AS Cannes Volleyball. Exact, bonjour. Bonjour. Donc, à mes côtés, Yann Berteotti. Vous êtes préparateur psychologique et sophrologue. Et également, nous sommes heureux d'accueillir Loïs Robin Monaco. Vous êtes préparateur physique et tous deux, messieurs, êtes en charge de la préparation de champions. Et nous accueillons également en visio, nous sommes très heureux, Bertrand Delhomme. Vous êtes navigateur. Vous êtes atteint de la maladie de Parkinson et vous êtes équipier du projet Neptune, dont nous allons parler dans quelques instants. Et Stéphanie Giquel, avocate sportive de l'extrême, avec la course d'ultrafond. Et les échanges vont être animés par Nicolas Bastuc, rédacteur en chef Société du Point. Nicolas, nous avons hâte d'entendre les conseils de tous ces champions et coachs. Merci et bonjour à tous. Bonjour Bertrand Delhomme. Bonjour. C'est avec votre témoignage que nous allons démarrer. Votre devise, c'est « Qui ose vivra ». Vous dites aussi que l'audace, l'envie, le désir constituent la meilleure des boussoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel périple, dans quelle aventure vous vous êtes embarqué et vous allez vous embarquer dans quelques mois? Alors, c'est une course en équipage, c'est l'OGR, l'Ocean Globe Race, qui est une course qui a été faite, initiée pour les 50 ans de la Whitbread. Les voileux connaissent peut-être la Whitbread, donc c'est une course, ça a été la première course en équipage autour du monde. Course Et mythique. Donc, l'OGR... Comment? Une course mythique? Oui. Oui, c'est une course mythique, puisque c'est la première course qu'il y a eu autour du monde dans les grands suds. Et même les navigateurs les plus téméraires avaient un petit peu peur de ces latitudes. Et voilà, donc je pars pour ça et c'est vraiment formidable. Alors c'est une aventure sportive, une aventure environnementale aussi. Il s'agit de défendre la préservation des océans, un projet patrimonial avec la rénovation de ce bateau magnifique, le Neptune. Et c'est aussi une cause que vous défendez. Une sensibilisation à la maladie de Parkinson qui a été diagnostiquée chez vous l'an dernier. Et c'est avec cette maladie qui est à la fois un handicap et peut-être aussi une force pour vous que vous allez prendre le large. Je le précise, au sextant, sans GPS, c'est vraiment une navigation traditionnelle. Oui, tout à fait. Donc cette course, en fait, quand j'ai contacté les voiliers français qui partaient pour l'OGR, j'ai eu donc 4 réponses, une négative, ce qui est très bien d'avoir des réponses négatives, une oui peut-être et 2 positives. Et donc j'ai choisi Neptune parce que Tanguy Raffray, le skipper, qui est médecin, enfin qui est chirurgien ophtalmologue aussi, a été confronté à la maladie dans sa famille et dans son cercle proche d'amis. Voilà, donc c'est en fait une aventure enfin une aventure, c'est même un peu plus qu'une aventure, c'est peut-être un exploit puisque ce sera la première fois qu'il y a dans le monde de la voile, dans le monde de la course au large, un équipier atteint d'une maladie neurodégénérative incurable, donc Parkinson. Et donc nous allons nous voulons un peu, c'est pas crier au monde, mais montrer aux malades de Parkinson et surtout à leur entourage que bon, tout n'est pas perdu et que c'est une maladie qui permet bien des choses. Alors vous souffrez dans votre corps, vous avez subi plusieurs opérations. Donc qu'est-ce qui vous permet de vous lancer dans cette aventure assez extraordinaire? C'est le mental qui fait la différence, puisque c'est le sujet de notre débat. Oui. C'est avec le mental d'abord que vous y allez? Et je pense que le mental est une grande partie de la réussite.
Parce que bon, j'ai été par mon passé, dans mon passé, assez confronté à des problèmes de santé assez divers et variés. Je vais pas me, enfin, dire les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que le mental est quelque chose d'essentiel. Bon, à savoir que depuis qu'il y a ce projet, moi personnellement, par le mental, je ne sais pas si c'est par le mental ou quoi, mais ma prise de médicaments a vraiment diminué. J'étais sous des doses de morphine vraiment assez conséquentes depuis très longtemps. J'avais des traitements neuroleptiques, psychotropes, des trucs pour dormir. Et actuellement, tous ces traitements, depuis qu'il y a ce projet, c'est réduit à déjà tout ce qui est psychotrope, choses pour dormir, tout ça, c'est supprimé sous contrôle médical, je précise bien. Et surtout, bon, la prise de morphine qui était vraiment assez forte quand même, est réduite à partie, enfin on peut pas dire homéopathique, parce que en parlant de morphine, on va pas parler de ça, mais c'est vraiment réduit à une dose, vraiment, c'est 2 fois 5 milligrammes, c'est 3 fois rien. Et de toute manière, ça sera supprimé quand on partira le 17 septembre. Et vous le dites, hein, Et je quand... pense que... Oui, pardon, je vous en prie, Bertrand. Non, 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 allez-y, allez-y. Oui, vous dites quand je navigue, mes tremblements diminuent, ça me Oui. booste, ça me calme, ça va beaucoup mieux. Donc effectivement, cette mise en mouvement, cette perspective, cet horizon, à la fois lointain et merveilleux, c'est votre boussole, c'est votre moteur. Oui, exactement. Bon, comme vous le disiez très bien, en mer, c'est vrai que je suis, bon, je sais pas, j'ai peut-être été poisson dans une vie passée, si les gens pensent à, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de formidable. C'est un médicament pour moi euh, qui, euh, qui vraiment est. Je peux pas vous expliquer, c'est tellement, c'est comme Merci, ça. merci Bertrand Delhomme de ce formidable témoignage. On peut peut-être vous applaudir parce que et vous donner un peu plus d'énergie encore. Oui, merci. Vous restez peut-être avec nous, j'espère. Oui, bien Je, sûr, bien sûr. je me tourne vers l'une des championnes qui est autour de cette table, Victoria Rava. Bonjour. Bonjour. Championne de volley et mille autres choses. Que vous inspire le témoignage de Bertrand, ce slogan qu'il s'est lancé à lui-même, qui ose vivra. Je pense qu'il a tout compris et c'est vrai que comme en fait là on voit des grandes personnes, des grands sportifs, des gens qui se mettent devant un défi et qui veulent l'atteindre et c'est vrai que mental dans des conditions en plus un peu particulières à travers d'une maladie, c'est encore plus important et c'est encore plus fort et je suis en admiration. Bravo pour tout ce que vous faites et je comprends très bien cette petite phrase quand il dit j'arrive pas à vous expliquer. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un état d'âme, un état tellement particulier. À la fois il y a beaucoup de bonheur et à la fois il y a beaucoup de satisfaction. Mais souvent, quand les sportifs ils parlent, on parle toujours des bonnes choses parce que c'est ça qui nous reste de toutes les expériences vécues. Mais tout ce qu'on traverse, parce qu'il n'y a pas que ça, j'imagine qu'il y a aussi la douleur au quotidien, c'est pas facile. Il faut travailler le physique, le mental, c'est travailler aussi. Et on rentrera peut-être tout à l'heure un peu plus dans les détails. Mais en tout cas, bravo. Et de toute façon, que ça soit dans le sport ou dans la vie. Au quotidien, le mental est important et il faut le mettre en œuvre, en tout cas d'aller toujours la titiller un peu, d'aller aux limites et c'est comme ça qu'on la forge plus en plus. Alors nous avons également une autre championne, une autre aventurière, une autre exploratrice et sportive de haut niveau, Stéphanie Giquel, qui est avec nous également en visio. Elle nous parlera peut-être des disciplines qu'elle pratique, l'ultra, enfin des courses folles où on court sans dormir durant 24 heures. Stéphanie, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors j'aimerais aussi avoir votre réaction sur cette aventure que vient de nous conter Bertrand. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes également dans le dépassement de vous-même permanent ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que la motivation nous permet de surmonter les obstacles et nous permet de nous sentir vivants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je soutiens depuis plusieurs années l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades, parce que le rêve permet
de surmonter beaucoup de difficultés et permet de donner du sens à la vie. Donc je crois que c'est cela, et en fait il faut trouver sa motivation, donc être suffisamment curieux, suffisamment émerveillé pour trouver ce qui nous fait vraiment vibrer. Parfois ça nous amène à sortir de la norme parce que ce qui nous fait vibrer, bah, c'est pas forcément ce qui fait vibrer nos collègues ou nos amis. Pour ma part, ce sont les régions polaires, c'est l'ultra-endurance, l'Antarctique, l'Arctique. C'est quelque chose de particulier, de spécifique, mais c'est ce qui m'a fait vibrer pendant plusieurs années. Et c'est vrai que j'ai pu surmonter pas mal d'obstacles que j'ai rencontrés sur mon chemin parce que j'avais ce rêve en tête. Donc je le comprends évidemment totalement et j'adhère à 100%. Alors vous êtes exploratrice, aventurière, mais aussi athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos disciplines qui sont quand même très particulières, qui forcent l'admiration et l'étonnement également? Alors oui, je suis sportive de haut niveau. Je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme dans 2 disciplines. Le 100 km, donc c'est une discipline sur route qui consiste à courir 100 km. J'ai notamment été vice-championne du monde par équipe au mois d'août dernier, donc à Berlin. Et je suis également membre de l'équipe de France d'athlétisme en ultra. Donc là, pour le coup, au championnat d'Europe, j'ai amélioré le record de France en parcourant 253,6 km en 24 heures non-stop. Donc là, la discipline consiste à courir 24 heures sans s'arrêter, hormis pour aller aux toilettes, donc 8 à 10 fois durant la course. Le reste du temps, on court tout le temps. Et puis, on essaye de réaliser la plus grande distance possible. Je pratique aussi l'ultra trail par ailleurs. Donc là, pour le coup, on court en montagne ou dans des régions désertiques. On court parfois sur le sable, en forêt. Et là, on varie les sollicitations musculaires. Il s'agit de parfois monter, descendre. Mais en ultra, on court sur le plat et il faut courir le plus vite possible durant 24 heures. Alors vous affrontez les douleurs, le chaud, le froid, la fatigue, hein, le sommeil, c'est un élément très important. Question toute bête, qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi est-ce que vous infligez autant de souffrance et des performances aussi folles? Quel est votre moteur? Alors, c'est tout simplement la passion de la vie. En fait, j'aime énormément la vie et quand j'étais jeune, je rêvais de voyager. C'était vraiment mon rêve, mon moteur, ce qui donnait du sens à ma vie, à mon avenir. Je ne voyageais pas du tout à l'époque. J'ai grandi dans la banlieue de Toulouse. Et j'ai tout mis en œuvre pour atteindre ce rêve. J'ai commencé par des raids, puis des expéditions de courte durée, puis des expéditions de plus longue durée. J'ai été en Arctique, au Groenland, au Svalbard. En Antarctique aussi, j'ai parcouru plus de 2000 kilomètres à travers l'Antarctique en 74 jours. J'ai affronté des températures de -35, -40, -50 degrés. En fait, ce qui me faisait vibrer, bah, c'est le continent, c'est le désert, c'est l'immensité, c'est la nature, c'est le blanc. C'est difficile à dire quand on est attiré par l'Antarctique et l'Arctique. Ce sont des régions qui sont très très belles et on ressent un amour fou pour ces régions, mais qui est difficilement descriptible. Et puis à force de parcourir ces régions désertiques, j'ai pris conscience que j'aimais beaucoup l'ultra-endurance. Et donc je me suis rapprochée du milieu de la compétition. Et j'ai intégré l'équipe de France après avoir gagné pas mal de courses et des championnats de France. Et aujourd'hui, je participe aux championnats internationaux avec l'équipe de France. Mais tout cela s'est fait progressivement parce que c'est vraiment une question de rencontre, une question d'opportunité. Je suis très curieuse, donc j'ai rencontré des explorateurs, des alpinistes qui m'ont donné envie d'aller dans les régions polaires. Puis ensuite des athlètes de haut niveau qui m'ont donné envie d'aller vers le sport de haut niveau. Je crois que c'est avant tout une passion de la vie qui surpasse toutes ces activités. Et cette passion de la vie, elle s'est manifestée à plusieurs moments de vie différents, dans des activités différentes. Mais c'est vraiment la même chose qui me guide à chaque fois. C'est la curiosité, l'émerveillement, comprendre. Chaque jour, essayer de faire le beau geste en athlétisme pour essayer d'aller le plus loin possible, repousser les limites et connaître et apprendre. Oui, vous avez dans une autre vie été une athlète d'un autre genre, une athlète du droit, puisque vous avez fait des fusions et acquisitions dans un grand cabinet parisien, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois. Nous avons la chance ici d'avoir deux préparateurs, l'un qui s'occupe du corps, l'autre qui s'occupe de l'esprit, même si c'est peut-être très caricatural de les dissocier ainsi. Donc Johan Berteotti, préparateur psychologique et sophrologue, et puis Loïs Robin-Monaco, préparateur physique d'athlètes de haut niveau. Alors,
On entend souvent que le mental fait la différence. C'est le mental qui permet à des Stéphanie, à des Bertrand de courir aussi longtemps, de prendre le large malgré la souffrance. Mais est-ce que le mental est seulement un atout, ou est-ce qu'il peut aussi parfois être un handicap et nous jouer des tours? En fait, est-ce qu'il y aurait, comme le cholestérol, un bon mental et un mauvais mental? Je me tourne déjà vers le préparateur psy que vous êtes, psychologique, Yoann Berthéoty. D'ailleurs, vous préférez dire préparateur psychologique que préparateur mental? Peu m'importe en réalité. Quand on parle de préparation psychologique ou préparation mentale, on parle d'une dimension chez un être humain, c'est la dimension mentale ou dimension psychique, qui est à différencier, c'est très important, de ce flux de pensée qu'on peut aussi appeler le mental, et dont on doit se débarrasser à un moment donné pour être un peu plus présent à soi-même, un peu plus présent à un environnement, un peu plus conscient des choses. Alors à ce moment-là, si je mets un petit peu de côté le mental en tant que flux de pensée, je peux parler d'une dimension mentale. Ah, bah, Vous voilà. êtes en direct, Bertrand. Tout va bien. C'est mon chien qui... Bon, ben, bienvenue au chien, il manifeste son intérêt pour la conférence, c'est formidable. Excusez-moi. Alors, dès lors qu'on a pu mettre un petit peu de côté le mental en tant que flux de pensée qui peuvent à un moment donné polluer ou perturber, nous pouvons parler du mental en tant qu'esprit et capacité de l'esprit. Capacité mentale, c'est-à-dire des possibilités pour l'esprit de se concentrer, de se focaliser d'une certaine manière, de se recentrer sur soi-même, de se projeter, de désirer, de traverser une épreuve. Voilà, hein, cette nuance est très importante. La première chose à faire, disiez-vous, lors de notre rencontre préparatoire, lorsqu'on prépare quelqu'un mentalement ou psychologiquement, c'est de couper les circuits, d'arrêter le mental, couper les flux. Oui, en réalité... Alors ça, c'est étonnant. Oui, parce qu'à partir du moment... En fait, ce flux de pensée nous amène le sportif, mais d'une manière générale, tout être humain, parce qu'en fait, un sportif de haut niveau, ce n'est qu'un être humain qui pousse le corps et l'esprit dans de hauts niveaux d'intensité pour réaliser une performance, mais tout être humain évolue dans un environnement avec un but, avec des capacités. Donc le flux de pensée qui peut traverser l'esprit, qui peuvent être une préoccupation qui concerne l'avenir, le résultat d'une épreuve sportive, qui peuvent être des pensées en relation avec le passé, en fait, éloignent une personne d'elle-même, éloignent un sportif de ses capacités, c'est-à-dire de ce qu'il est en train de mettre en jeu réellement. À ce moment-là, quand nous pouvons, hein, par des pratiques que nous utilisons avec les sportifs de haut niveau, notamment la sophrologie, couper un petit peu avec les pensées, et à ce moment-là, l'esprit peut se mettre en jeu comme une force de relation, de présence à quelque chose. C'est-à-dire que l'esprit va pouvoir converger vers le corps et pour prendre conscience de ce que nous mettons en jeu. C'est-à-dire que le sportif va pouvoir opérer une sorte de rencontre corps-esprit dans laquelle il va mieux se comprendre, se révéler à lui-même. Et là, nous pouvons parler en réalité de conscience, c'est-à-dire la conscience comme une force qui intègre corps, esprit, affectivité. En réalité, quand on parle d'un sportif en situation de performer, il s'agit de quelqu'un en relation avec un environnement qui sent, qui perçoit, qui interprète, qui imagine des choses, qui éprouve des sentiments, qui éprouve des émotions et qui interagit finalement avec son environnement en visant un but et en recherchant toujours une meilleure version de lui-même. Alors Loïs, vous vous intéressez d'abord au corps, à l'esprit également. Dans quel ordre est-ce qu'on prend les choses? Est-ce que d'abord on travaille son mental pour performer davantage sur les stades ou dans les bassins? Ou est-ce qu'à contrario, on travaille d'abord le physique, et c'est le physique qui, dans un cercle vertueux, va renforcer le mental? On prend les choses par quel bout? Alors, une première constatation qu'on avait abordée,
c'est que aujourd'hui, la performance ou l'effort, on essaie de le découper, on étudie les molécules, on étudie les interactions, et pourtant, au bord des bassins, au bord des terrains, les entraîneurs parlent plus de mental. On parle d'une attitude, on parle d'une envie, on parle d'une motivation. Quand un athlète échoue, on parle de ce petit truc en plus mental qui lui a manqué. Et je pense que les deux sont très liés et que le physique est un formidable outil pour apprendre au mental à évoluer. Et donc, je pense que l'apprendre est quelque chose de très important. On peut apprendre au corps, et en apprenant au corps, on va nourrir des éléments. Alors aujourd'hui, on sait que les informations, la mémoire cellulaire, la mémoire synaptique sont capables de stocker des expériences, quand elles sont positives ou négatives. Et en essayant de créer des contextes dans l'entraînement autour de ces expériences, on va pouvoir apprendre au corps et au mental à se développer. Alors vous, Victoria, vous n'avez jamais manqué de mental. Chez vous, c'était quelque chose d'acquis, d'inné plutôt. Oui, oui, on peut dire ça. C'est vrai que j'ai aussi, tout à l'heure on avait discuté ensemble, oui. Je viens d'un environnement qui n'était pas simple. Je suis né dans le bloc communiste soviétique, pas facile. Quelque part, maintenant ça choque mes enfants, ça me choque moi aussi. Mais nous, les entraîneurs, ils pouvaient prendre une corde à sauter et nous frapper pour qu'on y aille courir plus vite. À l'époque, ça ne me choquait pas. C'était les techniques que beaucoup des entraîneurs dans beaucoup de sports utilisaient. Et encore dans le volley, on était épargné de beaucoup de ce genre de traitement par rapport aux tels sports comme gymnastique ou natation. Et c'est vrai que pour nous, c'était un petit peu une mélange de peur peut-être à côté de ton entraîneur, mais à la fois un peu une survie. Parce que moi, en plus, je suis née un petit peu, en fait, à l'âge de 14 ans, c'était la rupture avec la Grande Russie, etc. et tout ça. Et c'est une situation très compliquée. On avait également traversé la guerre. J'ai traversé d'ailleurs plusieurs guerres, parce que je traversais une guerre en Géorgie, ensuite une en Azerbaïdjan. J'avais l'impression que la guerre me suit. C'est-à-dire qu'on vient d'un environnement où le sport, c'est juste un outil pour toi pour s'en sortir. Quelque part aussi pour t'évader, pour faire autre chose, pour voir quelque chose de positif, parce que tout autour ce qui se passe t'impacte trop et c'est trop négatif. Et en fait, tu cherches juste un endroit pour te cacher, dans un endroit plutôt dans un environnement qui t'apporte des bonnes émotions. Et quand tu traverses tout ça et tu arrives dans un pays tel que la France, même si on râle beaucoup, mais c'est un pays magnifique, je peux vous dire, eh ben, on relativise et on se dit, et moi je suis arrivée en France, j'avais 20 ans, j'étais au plein boom de ma carrière parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à 14 ans, c'était très précoce, très jeune, j'en suis fière. Mais à 20 ans, voilà, j'ai déjà gagné quelques titres, j'étais déjà une joueuse pas accomplie, mais une joueuse qui a déjà réalisé beaucoup de performances. Mais j'arrive ici, je dis non mais, enfin là, tu joues pour le plaisir. Forcément, cet environnement qui était difficile et des épisodes de ma vie que je traversais pas simples m'a aidé, forgé de me devenir plus fort, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer à mes enfants et des fois quand je leur raconte ces histoires, ils me répondent, il dit bah oui, t'as qu'à pas de nous donner à manger et peut-être on sera plus fort. Parce que quand ils râlent, voilà. Et ben, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, un sportif dans une situation où toute une personne, parce que comme on dit, c'est pas seulement dans le sport, le mental, on en a besoin au quotidien, tous les jours. Aujourd'hui, je ne fais plus de sport ou juste pour le plaisir, mais c'est le mental qui fait la différence quand voilà, on doit aller au cours et ben, on n'a pas envie. Et ben, ça m'est arrivé, on n'a pas envie, et que peut-être 5 personnes qui n'ont pas envie, 3 n'y iront pas. Mais peut-être 2 autres qui vont trouver cette force quelque part de aller, et c'est grâce à ça qu'ils vont avoir une certaine rigueur dans la vie, grâce à ça qu'ils vont peut-être traverser des étapes et de monter. En fait, on le retrouve au quotidien partout. Le mental est très important pour une femme, je vais un peu avoir, c'est les discours de Weimar qui impactent. Pour une femme aussi, le jour où elle doit peut-être baisser les yeux, pour ne pas les baisser ces yeux-là et d'affronter peut-être des problèmes dans sa vie et de se sentir bien, c'est aussi le mental qui va faire la différence. Et bon, et elle se travaille, je vais vous laisser la parole, elle se travaille au quotidien, elle n'est pas seulement innée. Oui, il y a
des gens qui sont prédisposés à être plus forts. On ne sait pas pourquoi. Ils sont nés comme ça, ils ont un caractère. L'environnement fait beaucoup de choses. L'éducation, les parents, la famille fait beaucoup de choses. Mais on n'est pas condamné parce que la famille était lâche ou parce que... Non, tout ça se travaille. On peut toujours changer notre vie. On peut toujours devenir quelqu'un meilleur, plus fort. Et c'est ça qui est important de retenir, en fait. Alors, Stéphanie, bravo. Stéphanie Giquel, nous ne sommes pas tous égaux devant le mental. Certains sont plus égaux que d'autres, comme disait l'autre. Est-ce que vous avez toujours eu du mental et comment est-ce que vous l'avez développé ? Alors, je crois que j'ai toujours eu une force de persévérance, une très grande envie. Et je vous rejoins totalement quand on a connu des difficultés, que le point de départ est loin du point d'arrivée, que l'on n'est pas attentiste et qu'on veut vraiment s'en sortir et atteindre des objectifs ambitieux. On a peut-être plus de chance de voir le côté positif des choses et finalement plus de possibilités pour surmonter les obstacles, pour les accepter. Donc c'est finalement une chance, je le dis souvent, quand le point de départ est très loin du point d'arrivée, parce qu'on apprend progressivement à persévérer. Et je crois que c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière. Après, la motivation, elle a toujours été là. Après, j'ai pris conscience aussi au fur et à mesure de mon parcours, parce que j'ai eu un parcours très diversifié. J'ai évolué pendant près de 10 ans dans le monde de l'entreprise. Donc, j'avais une vie un peu plus sédentaire qu'aujourd'hui, avant d'être sportive de haut niveau et exploratrice. Et j'ai pris conscience du fait de cette diversité dans le parcours, que l'attention portée au corps, notamment à l'alimentation, au mouvement, au sommeil, à la récupération, ont un impact qui est vraiment considérable sur le mental, les fluctuations d'humeur, la concentration. Quand je suis rentrée d'Antarctique, donc à un périple de plus de 2000 km, je pesais 39 kilos parce que quand on réalise des expéditions sur plusieurs mois dans ces contrées polaires, on manque en général de nourriture. Donc j'ai manqué de nourriture. J'étais très affaiblie. J'ai eu beaucoup de carences en oligo-éléments, en zinc, en sélénium, un stress oxydatif très élevé. Et donc j'avais des fluctuations d'humeur au retour qui étaient assez importantes. Et ça a pu être résorbé en quelques mois, donc avec l'aide de mon nutritionniste. Et là, j'ai pris conscience à quel point l'alimentation, le fait de considérer l'alimentation non pas comme simplement d'un point de vue énergétique, ou bien comme un moment agréable à passer avec des amis, mais considérer l'alimentation comme quelque chose de fonctionnel, qui est riche en micronutriments, en oligo-éléments, en sels minéraux, en vitamines. J'ai pris conscience que ça avait vraiment un impact sur toutes nos activités, y compris nos activités qui sont considérées comme étant plus sédentaires. C'est exactement la même chose pour le mouvement. Marcher, réaliser des menus travaux chez soi, il n'est pas forcément nécessaire de courir ou de s'inscrire à des compétitions, mais ne serait-ce qu'être en activité au quotidien, faire quelques étirements, ça permet d'être en meilleure santé, de se sentir mieux. Et quand on est mieux physiquement, on est aussi mieux mentalement. Donc ça joue vraiment un rôle et ça a joué un rôle dans ma vie. Donc le mental, il était déjà là plus jeune, mais aujourd'hui, il est plus fort encore aussi grâce à ces aspects-là. Alors nous sommes tous en super forme ici dans cette salle, donc on n'est pas trop concernés, mais peut-être que derrière leur écran, des gens sont un peu engourdis, un peu déprimés. Loïs, vous qui préparez des athlètes de haut niveau, quels conseils pourrions-nous donner à nos amis, à ceux qui aimeraient se relancer un petit peu, se remettre en mouvement pour aller un petit peu mieux dans leur tête, dans leur corps? À l'instant, Stéphanie parlait de l'alimentation, mais il y a aussi le sommeil, il y a l'exercice physique, la déconnexion aussi, disiez-vous Stéphanie, lors de notre entretien préparatoire, se déconnecter aussi. Quelles sont les quelques règles essentielles d'hygiène de vie pour aller mieux? Alors, je crois booster son mental. Et pour booster son mental, ouais. Un premier élément, quand on regarde un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, il se prépare sur 4 ans. Et parfois, une première Olympiade, c'est juste une préparation à la suivante. Donc c'est un cycle de 8 ans. Et les 2 premiers éléments, c'est qu'il faut de la patience et qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui reprennent une activité physique avec des objectifs déjà préétablis. Je vais aller courir 1 heure, je vais réussir cette intensité. Et en fait, être patient, être bienveillant avec soi-même et se fixer des petits objectifs atteignables très régulièrement, à mon sens,
c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour être consistant et tenir dans le temps. Et c'est ce que font les athlètes de haut niveau. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas à fond tout le temps, ils prennent du temps pour récupérer, pour se régénérer, pour faire des pratiques et des entraînements qui sont doux, qui sont souples, qui permettent de programmer des choses dans le corps, qui vont les préparer à des intensités futures. Mais un athlète qui s'entraîne pendant 4 ans, il va peut-être produire 3 efforts de 20 secondes aux Jeux Olympiques, et c'est à ce moment-là qu'il va mettre les intensités. Le reste du temps, il va mettre de l'énergie dans son corps. C'est un peu comme mettre de l'argent en banque, en fait, pour le dépenser le jour de la compétition. Alors Loïs, vous êtes Johan, préparateur psychologique, sophrologue, mais vous êtes aussi un peu disciple de Socrate, un peu freudien aussi sur les bords, puisque vous dites que finalement, pour booster son mental, il y a un décrassage à faire, il faut couper les circuits, et il faut d'abord se connaître soi-même, ou plus exactement, apprendre à se connaître soi-même. Oui. Alors, freudien, non. C'est une blague, hein, Mais par contre, cette approche philosophique, bien entendu, puisque nous pouvons dire qu'en fait, il s'agit, en se tournant vers soi-même, prendre conscience de soi-même, c'est s'apparaître un petit peu à soi-même. C'est-à-dire prendre conscience des phénomènes de l'esprit, mais aussi des phénomènes affectifs, émotionnels, des phénomènes corporels, car en réalité, un être humain en situation de performer, c'est quelqu'un qui bouge à ces différents niveaux en même temps, au plan psychique, au plan corporel, au plan affectif et émotionnel. Et la porte ouverte pour se saisir de tout ce qui bouge à ces différents niveaux, c'est l'ici et maintenant. On entend beaucoup parler d'ici et maintenant. Alors, il est facile de comprendre que le maintenant, c'est l'instant présent. Et le ici, c'est quoi? Le ici, c'est le corps. Il s'agit à un moment donné de pouvoir se tourner vers soi-même pour prendre conscience de ce que nous vivons dans l'instant. C'est à ce moment-là qu'un être humain va pouvoir un petit peu capter ce qu'il a tendance à mettre en jeu. Certaines habitudes d'être qui peuvent être porteuses de vie, qui vont dans le sens d'un épanouissement, qui peuvent aller dans le sens de la performance, et d'autres habitudes qui peuvent aller dans le sens du stress, de l'angoisse, de la dépression, et de mettre en jeu, j'aimais bien ce terme, je discutais tout à l'heure avec le docteur Mazola, son pouvoir agissant. Son pouvoir agissant, c'est-à-dire mettre en jeu des capacités et repérer que cette mise en jeu de capacités va pouvoir un petit peu modifier le résultat d'une expérience. Par exemple, quand on parle de confiance. La confiance, ça n'est pas une pensée, c'est quelque chose que nous faisons. D'ailleurs, nous disons bien faire confiance. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait à un moment donné, quelque part dans la conscience, et qui se traduit par un sentiment. Nous savons que nous sommes en confiance à partir du moment où nous avons le sentiment de confiance. Nous savons que nous sommes en train d'agir parce que nous avons le sentiment de notre pouvoir agissant et un sentiment peut-être d'espérance, c'est-à-dire le sentiment que les choses vont pouvoir se dérouler autrement parce que nous sommes en train de mettre en jeu des forces de vie, des capacités. Alors, oui. Peut-être, Nicolas, je propose que l'on prenne quelques questions dans le public, parce que le temps file très vite. Alors, on a déjà bénéficié de plein de conseils. Enfin, vos témoignages étaient vraiment formidables. Merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main. Une hôtesse... Oui, et ben voilà. Tout là-haut, nous avons des questions. Ah, on va commencer par là. Alors, des questions courtes, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. On a parlé de beaucoup de choses, du mental contrôle peut-être même. Mais est-ce qu'on a parlé de l'ego? Parce qu'ils s'associent très bien avec le mental, ils sont très copains. Il faut s'en débarrasser du mental si on veut vraiment être sans conditionnement en quelque sorte. Bonne question. Quelle est la place de l'ego? Alors, Johan c'était pour qui la question? Bah écoutez, je vous propose d'y répondre. Alors, tout dépend. Vous savez, quand on parle, on est tout le temps en train de jouer avec les mots. On l'a vu avec le terme mental et la polysémie du terme. Le terme égo, c'est pareil.
ce que certaines personnes entendent par ego, c'est quelque chose qui peut être un petit peu péjoratif. En revanche, l'ego, c'est aussi un jeu. Et quand nous prenons conscience de nous-mêmes, de nos capacités, nous modifions aussi dans l'instant un petit peu la représentation de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous pouvons construire un nouvel ego qui intègre des forces de vie, des capacités, des forces mentales. En ce sens-là, il n'y a rien de péjoratif. Et c'est très important de préciser. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, si je peux juste rajouter, en fait, dans le sport, souvent en collectif, par exemple, on a, il y a 12 joueuses. Dans les 12 joueuses, parce que là, tel que monsieur elle a posé la question, on parle de plutôt mauvais ego. Que genre, moi, j'ai compris, je le captais comme ça, que genre trop d'ego. Mais on a aussi des personnes qui sont en manque d'ego. Des fois, il y a sportifs de haut niveau, il y a aussi cette manque d'ego. Ils sont là, et ben, ils ne se font pas suffisamment de confiance, ils ne sont pas assez arrogants, parce qu'il y a une bonne arrogance et une mauvaise arrogance. Il y a un bon ego et un mauvais ego. C'est toujours l'équilibre qui fait la performance, pour moi. Le curseur. Une question là-haut, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour, merci aux intervenants. Je voulais faire le lien du coup avec le premier intervenant qu'on avait, parce qu'on parle de neuroplasticité, et il y a un domaine dans lequel vous n'avez pas abordé, c'est l'imagerie mentale. Dans quel domaine vous l'utilisez? Parce que bon, il ne faut pas se projeter forcément dans ce qu'on va faire, il faut être dans ce qu'on fait actuellement pour être dans son état de conscience au maximum de nos capacités. Mais la capacité à pouvoir visualiser ce qui va se passer, à entraîner de l'envie et à mieux appréhender les événements qu'on va devoir affronter, ça c'est valable pour le sportif et pour les autres, agit dans l'éducation. Comment vous le travaillez, vous, à vos niveaux? Je crois que Stéphanie pourrait répondre parce que pour elle, le mental, c'est aussi cette capacité à visualiser les obstacles. À se projeter. Oui. Stéphanie? Oui, tout à fait. J'utilise beaucoup la visualisation, alors à deux titres. Je visualise déjà le résultat, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'objectif. Je m'autorise à gagner. C'est-à-dire qu'avant une compétition, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pendant l'entraînement, je me vois atteindre l'objectif, je me vois réussir. Quand j'ai parcouru l'Antarctique, c'est une préparation qui a duré 4 ans. Et pendant 4 ans, malgré les obstacles, bien qu'on me dise que c'était impossible, je me voyais réussir. C'était vraiment très très fort, ça vous réveille la nuit, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup en fait, qui est beaucoup plus fort que l'atteinte de l'objectif en lui-même. Et après, la visualisation des obstacles, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire que je visualise en amont d'une course toutes les difficultés auxquelles je vais être confrontée. Donc le grand froid, je me vois avoir froid au point d'avoir froid, de ressentir le froid. Je me vois dans une situation d'inconfort. Quand j'ai parcouru l'Antarctique pendant 74 jours, j'avais les mêmes vêtements, aucune hygiène, l'inconfort, le froid. Et donc ça, je l'ai vraiment visualisé en amont. Je visualise aussi le fait de courir la nuit, le fait de courir avec des douleurs gastriques, des douleurs musculaires. Et tout cela m'aide à surmonter les obstacles, c'est-à-dire à affronter l'obstacle et à trouver des solutions, à rester agile. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le fait d'accepter l'obstacle en amont, c'est 50% du chemin de parcouru et on ne perd plus son temps et son énergie à renoncer à l'obstacle parce que de toute façon, on n'y peut rien. On utilise vraiment toute son énergie et tout son temps pour le surmonter et trouver des solutions. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment avant toutes les courses. C'est la seule fois où je n'ai pas fait cela. J'ai abandonné durant la course, c'était il y a une dizaine d'années. Donc c'est vraiment un des outils que j'utilise au quotidien pour me préparer au championnat du monde, championnat d'Europe et autres compétitions. Merci beaucoup. Une autre question? Non? Ah oui, on vous écoute. Bonjour. Souvent on dit que quand un athlète vient de réussir une très belle performance, qu'on lui demande comment est-ce qu'il a réussi ça, souvent il parle de flow. Donc justement il n'arrive pas trop à expliquer tout ça, il sait juste qu'à l'instant T, il y a une symbiose un peu de tout, l'esprit, la visualisation certainement, et le corps humain. Et est-ce qu'on peut répéter justement ce flow? Est-ce qu'on arrive à maîtriser ça? Est-ce qu'il y a la possibilité, peut-être Loïs pourrait peut-être nous expliquer, mais est-ce que justement il y a la possibilité de venir retrouver cet élément du flow et de pouvoir le répéter lors de prochaines compétitions? Il y a quelque chose d'un petit peu mystique parfois derrière cette notion de flow.
Et qu'on peut peut-être préciser d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas. C'est un état décrit dans lequel il y aurait une zone de performance optimale et où donc le flow, c'est l'écoulement, où toutes les actions de la performance s'écouleraient de manière fluide. Et avec Fabrice Pellerin, avec lequel je travaille sur le groupe de nageurs, on a une grande passion pour observer les déclarations des athlètes après les courses. Il y en a une qui nous a particulièrement marqué, c'est Léon Marchand, qui est un grand nageur français qui s'entraîne aux États-Unis. Après une grande compétition réussie, il a dit « Aujourd'hui, j'ai aligné les planètes ». Et on entend souvent des athlètes qui disent « Aujourd'hui, les planètes n'étaient pas alignées ». Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir cette recherche d'un état de performance, mais je pense que c'est encore plus important d'être capable de repérer le jour même les éléments qui vont, flow ou pas, nous permettre de... Parce que c'est vrai que les athlètes s'entraînent beaucoup et ils attendent que le résultat de leur entraînement, on a le cas aussi dans le travail, dans les relations, amène à quelque chose de facile, quelque chose qui s'écoule. Et je pense que c'est un état mental qui peut se produire parfois, mais le plus important, c'est d'être capable de prendre des éléments et de manière très active, volontaire, même quand il y a de l'adversité, être capable de soi-même aligner les conditions de sa réussite. Merci. D'un mot, parce qu'on arrive. Oui, un mot, si je peux en rajouter. C'est vrai que cet état-là, on peut l'atteindre plusieurs fois. Moi, je l'appelle l'état de Matrix. Voilà, ça, c'est le mot que j'ai trouvé pour cet état-là. Mais le plus important, comme tu disais, il faut travailler, en fait, il faut repérer, et chaque athlète elle a sa propre manière d'en arriver là. Et quand on connaît quelques outils, on commence à les connaître plus en plus avec de l'âge et de l'expérience, ben, c'est comme ça qu'on arrive à trouver une certaine stabilité dans nos compétitions. Cet état-là, on va l'atteindre de temps en temps, mais plus en plus on va monter et on va arriver à se stabiliser. C'est comme ça des grands joueurs et grandes joueuses, ils arrivent à sortir toujours à un bon niveau pendant un match important. Ce témoignage est très important parce que, en fait, vous avez entendu, Victoria a dit de temps en temps. De temps en temps, parce que le propre du flow, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui le décrivent, c'est que plus ils recherchent le flow, plus ils s'en éloignent. Et c'est une autre voie qui, de temps en temps, permet l'atteinte de cet état optimal de performance. Merci, merci beaucoup. On vous applaudit. Merci. Merci à tous les 5. Merci beaucoup, Nicolas. Et bonne route à Bertrand Delhomme. Bien sûr, oui, vraiment. Merci à tous les 5. On était ravis, c'était très complémentaire et très riche. On se retrouve dans quelques minutes donc, pour notre prochaine table ronde, quand l'imagerie cérébrale permet de lire nos pensées. Et là, vraiment, je vais vous demander, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas inscrits pour cette conférence, de bien vouloir libérer la place. On a beaucoup de monde dehors. Et voilà, ça serait quand même dommage qu'on soit obligé de tout recontrôler, ça serait vraiment une grande perte de temps. Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas inscrit pour la conférence de 15h25, merci de bien vouloir sortir. Merci beaucoup.